compliqué et c'est très confus. Si vous lisez les journaux, vous verrez que l'Europe ne se porte pas bien et qu'elle traverse une phase difficile. Alors, l'Europe, pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas simplement un chapitre des relations internationales parmi d'autres. L'Europe, c'est un projet de société. Et c'est pour ça que vous êtes impliqués dedans. On construit notre vie à travers l'Europe et je vais vous expliquer un peu pourquoi. C'est un projet qui n'a rien d'évident. Il ne va pas de soi. L'Europe, ça tombe pas, ça pousse pas sur les arbres. C'est un projet qui demande un engagement. Un engagement un engagement qui a déjà eu lieu, en fait. Il y a 3 générations avant la vôtre qui se sont préoccupées d'Europe depuis 60 ans et qui ont construit ce qui existe maintenant, c'est-à-dire non seulement des institutions, mais également des hommes et des femmes qui, au quotidien, gèrent l'Europe. Parce que, comme le disait un père fondateur de l'Europe, il ne faut pas simplement les institutions, rien ne peut se faire sans les hommes, bien sûr, mais rien n'est durable sans ces institutions. Et cet homme s'appelait Jean Monnet. Et donc, si je veux vous en parler aujourd'hui, c'est parce que pour votre génération, pour vos enfants et pour vos petits-enfants, il faut voir ça dans la durée, le projet européen continuera d'exister, quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi, vous me direz, pourquoi vous devez prendre l'Europe en considération? Alors, pour faire simple, j'ai trouvé 3 raisons. La première, c'est la paix. Alors, je sais que ça peut paraître un slogan, comme ça, un petit peu artificiel, de dire l'Europe, c'est la paix. Mais le fait est qu'il y a, sur le continent européen, une caractéristique assez dramatique, c'est que c'est un continent qui s'est suicidé 2 fois au siècle dernier, avec des millions de morts. Et que pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, il y a une vingtaine d'années environ, vous avez vécu le drame yougoslave. Moi-même, j'ai été sur place au début des années 90 pour voir la dimension de ce drame qui a fait quand même 250 000 morts, pratiquement tous des civils d'ailleurs. Et bien que la violence inhérente à nos pays tente de ressurgir chaque fois et de façon très récurrente. Et si vous voyez, si vous regardez un petit peu, vous lisez la presse, ce que j'espère en rhétorique vous faites pratiquement quotidiennement, que ce soit la presse écrite ou la presse radio-télévisuelle, eh bien vous verrez que des phénomènes comme le populisme, comme le nationalisme, sont toujours autour de nous et ressurgissent, y compris dans notre pays, mais dans les pays qui nous environnent de façon assez inquiétante. Et donc l'Europe, c'est un premier rempart contre ça. C'est un rempart contre ça parce que il y a en Europe un principe qui est très important et sur lequel je vous demanderai de réfléchir, c'est celui de reconnaissance mutuelle. Reconnaissance mutuelle des autres pays, des autres civilisations, des autres nations. Et c'est un principe qui était celui que défendait justement Robert Schuman dans sa déclaration du 9 mai 1950 et qu'il est toujours utile de rappeler. À part la paix, qui est déjà quand même quelque chose de très important, il y a un deuxième point pour lequel vous devez vous engager dans l'Europe et auquel vous allez être directement confronté, parce que quand vous allez rentrer dans la vie active, c'est la prospérité européenne. Je sais qu'il y a un dialogue ambiant, on a l'impression qu'on est à la fin du monde, que tout va mal, qu'on ne trouve pas d'emploi, que le chômage atteint des proportions, surtout chez les jeunes, très inquiétantes. En Belgique, c'est 18% par exemple, c'est déjà assez inquiétant là, comme moyenne. Mais malgré cela, il faut remettre les choses à leur place. La Belgique, c'est la 13e puissance mondiale. Il y a 193 pays dans la communauté internationale, 193 pays qui sont reconnus pour les Nations Unies. Eh bien, nous sommes en 13e position. C'est vous donner déjà une idée de notre richesse. Un autre chiffre, peut-être, et je ne vais pas vous donner une trop grande série de chiffres, mais il y a quand même quelque chose qui est assez frappant. On dit souvent que la Chine est beaucoup plus puissante que l'Europe. Eh bien, la Chine, elle a 1,3 milliard d'habitants. L'Europe, elle n'en a que 500 millions à tout casser. Eh bien, la Chine, elle fait 5 200 milliards d'euros de produit national brut par an, oui. Alors que l'Europe, elle en fait 12 milliards 600 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la moitié, enfin moins de la moitié d'habitants, on produit plus du double de ce que produit la Chine. Donc là aussi,
quand vous entendez le discours ambiant de dire que l'Europe est en fin de course, que c'est le déclin, etc., il faut nuancer. Et pourquoi je vous parle de prospérité? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la globalisation, dont vous avez certainement entendu parler. Le fait que le monde maintenant fonctionne comme un village, que les produits, vous avez tous des GSM, cet iPhone par exemple, est produit non pas dans un pays particulier, mais dans une myriade de pays, selon le savoir-faire, selon le coût des salaires, et tout ça forme un produit mondial, globalisé. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans ce monde globalisé, les règles du jeu économique sont en train de changer. Il y a des pays qu'on appelle les BRICS, donc les pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, qui sont très concurrentiels et qui concurrencent directement notre savoir-faire. Et donc dans ce grand marché mondial, les pays européens, chacun pris séparément, n'ont aucune chance. La Belgique n'a aucune chance. L'Allemagne n'a aucune chance. Et la seule façon de se débrouiller, de survivre dans ce monde qui est quand même assez impitoyable, c'est de réagir par groupe. Et donc il est tout à fait nécessaire, vital même pour l'Europe, de se regrouper en un grand marché de 500 millions d'habitants, de toutes ces 28 nations pour l'instant, bientôt 30, regroupées ensemble, pour faire face justement, dans le concert des nations, à la concurrence et assurer la prospérité, votre prospérité, celle de vos enfants demain. Et le défi de votre génération sera de faire en sorte que ce regroupement soit possible, de trouver les compromis nécessaires pour pouvoir défendre de façon efficace vos intérêts, mais quand je dis vos intérêts, c'est votre bien-être en quelque sorte, à travers le monde. Pas seulement le bien-être à travers des résultats économiques en termes de produits intérieurs bruts, mais par exemple en termes de normes, en termes de valeurs, c'est aussi important. Troisième point pour lequel vous devez, à mon avis, réfléchir à l'Europe, c'est le concept de solidarité. Alors, décliné dans l'Europe, le concept de solidarité est multiforme. Vous avez d'abord, ce qui est très frappant pour l'Europe, la solidarité vis-à-vis du monde extérieur. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Europe est le gros groupement d'États qui, de très très loin, offre le plus d'aide au développement à l'extérieur, sous diverses formes, et notamment sous des formes gratuites, sous forme de dons. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la solidarité externe. Et puis, il y a une autre forme de solidarité en Europe, c'est la solidarité interne, entre États membres. Vous en avez eu des preuves récemment à l'égard des pays qui étaient en état de décrochage économique grave, que ce soit la Grèce, que ce soit Chypre, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Irlande, et peut-être d'autres prochainement. On a également un autre système qui est que, si vous voyez la carte géographique de l'Europe, moi j'en ai pas une ici, mais vous verrez qu'il y a des zones qui sont moins industrielles que d'autres, qu'il y a des concentrations de richesses autour de très grandes villes, très grandes capitales. Il y en a une juste derrière moi. Ah, il y en a juste une derrière moi, mais j'ai le temps de la définir. Il y a donc des pays, ça va être trop, ça va prendre trop de temps, mais il y a des pays qui accumulent des richesses autour de très grandes villes, et souvent ces villes ont des extensions qui traversent les frontières, et puis il y a des zones où il y a peu ou pas d'industrie. Et l'Europe a imaginé dans les années 70 un système qu'on appelle la politique de cohésion. La politique de cohésion, c'était de permettre à des pays, à des régions de pays en sous-développement de rejoindre le paquet de développement. Et cette forme de solidarité est très active, elle est très importante. Elle est celle qui a permis, lorsque l'Europe s'est réunie après la chute du mur de Berlin, à des pays qui étaient anciennement sous régime communiste de rejoindre, le processus est toujours en cours, mais de rejoindre grâce à des sommes considérables pour reconstruire des infrastructures notamment, rejoindre le peloton européen. Enfin, il y a un troisième aspect dans la génération, dans le concept de solidarité qui est important, c'est celui de la solidarité entre générations. Et là, l'Europe fait face à un problème qui est un problème national aussi, qui est celui du vieillissement. Donc, le renouvellement démographique en Europe, si on prend en moyenne, n'est pas suffisant. Et même, il est négatif déjà dans certains pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura, mais vous le savez sans doute, de moins en moins
d'actifs pour supporter ou faire vivre des non-actifs. Et que ça va appeler des mécanismes, des mécanismes sur lesquels on travaille pour assurer la pérennité de notre bien-être sous forme de sécurité sociale, de soins de santé, de pension. C'est le grand défi que ma génération est en train de traiter pour débuter, mais que votre génération sera certainement, auquel votre génération sera confrontée. Alors ça, c'était 3 raisons de s'engager pour l'Europe. Alors vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien beau, mais alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour s'occuper d'Europe? Parce que c'est vrai que vous n'allez pas nécessairement être confronté aux institutions européennes, travailler dans les institutions européennes. Vous aurez, pour certains d'entre vous, l'occasion, à travers par exemple le programme Erasmus, de vous frotter à d'autres cultures, à d'autres pays, grâce à des programmes européens. Mais en gros, il y a un moment où vous aurez directement votre mot à dire sur la construction européenne. Et ce moment, c'est les élections européennes. Et les prochaines élections européennes, c'est le 25 mars 2014. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais si c'est la première fois que vous avez 18 ans, préparez-vous à voter. Moi, je ne sais pas ce que vous ferez le 25 mai 2014, mais en tout cas, moi, j'irai voter. Parce que c'est le seul moment où nous autres citoyens européens, on a notre mot à dire, notre capacité d'influence sur le Parlement européen, qui est en fait le réceptacle de tous les débats politiques européens. Parce que quand on dit comment faire l'Europe, par où commence-t-on? C'est vrai, on a l'Europe, on a les institutions, on a la Commission, le Parlement, tout ça est très beau, mais par où ça commence quand on est citoyen, comme vous et moi? Eh bien, l'Europe, ça commence par un débat contradictoire sur des thèmes quotidiens. Je vais vous donner quelques exemples qui vous parleront, j'espère. Il y a par exemple la question de savoir si on doit pratiquer la culture d'OGM. Est-ce qu'on accepte ou non d'avoir des OGM dans son assiette? Est-ce qu'on accepte ou non d'avoir du veau aux hormones dans son assiette? Est-ce qu'il faut pour l'Europe, dans tous les pays d'Europe, un salaire minimum garanti? Est-ce que l'Europe doit se fermer au monde extérieur ou au contraire, est-ce qu'elle doit s'élargir à un pays par exemple comme la Turquie? Est-ce que l'Europe doit intervenir à l'extérieur de façon armée, en Syrie par exemple, au Mali? Ce sont toutes des questions qui ne vous toucheront pas directement, mais à un moment ou à un autre dans votre vie, vous ou vos enfants seront confrontés directement à une législation européenne. Et donc, c'est à ce moment-là que vous aurez l'impression, non seulement l'impression, mais vous toucherez en réalité l'Europe du doigt. Et donc ces élections dont je vous parlais, et la nécessaire participation, c'est le moment où vous pouvez réfléchir à l'Europe et participer en connaissance de cause à l'élection de tel ou tel parti. Parce que le problème aujourd'hui, quel est-il? Vous savez que le Parlement européen, je suppose qu'on vous l'a enseigné, le Parlement européen est élu, enfin les membres du Parlement européen sont élus directement depuis 1979. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis 1979, le taux de participation aux élections européennes est passé de 70% à 40%, 43% exactement, en 2009. Et qu'aux prochaines élections européennes, l'abstentionnisme risque d'être au moins aussi grand, mais pire, les eurosceptiques, les gens d'en face, là, ceux qui sont contre le projet européen, vont, eux, voter massivement. Tant et si bien qu'on risque d'avoir un Parlement européen, comme c'est déjà maintenant un peu le cas, où les gens anti-européens sont surreprésentés. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas très bon, parce que ça délégitimise un peu plus encore la façon dont l'Europe fonctionne. Un petit mot justement là-dessus. Comment l'Europe fonctionne-t-elle? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons simplement que sur ces thèmes dont je parlais à l'instant, quand une idée est bonne, il y a un organe qui s'en saisit. Cet organe, c'est la Commission.
qu'est-ce que fait la Commission? La Commission décide au niveau, ou repère plutôt au niveau européen, quelque chose qui peut bénéficier à l'Europe dans son ensemble, l'intérêt général. Elle fait des enquêtes, elle interroge des gens, elle écoute des experts. Et puis, si l'enjeu en vaut la chandelle, elle pond un texte législatif. Et ce texte est soumis au Parlement, qui représente les peuples, et au Conseil des ministres, qui représente les États. Et ces deux organes, ensuite, se prononcent sur ce qui deviendra ensuite une loi. Et cette façon de faire, ce processus législatif, comme on l'appelle, est ce qui donne à l'Europe non seulement sa légitimité, puisqu'on sait à quoi s'en tenir une fois que la législation est adoptée, mais aussi sa force morale, si vous voulez, avec un espèce de gouvernement qui est la Commission, conseillé par le Parlement et rectifié par les États membres, qui décident tous ensemble de faire une loi qui s'appliquera dans les États membres, loi à partir de laquelle les lois nationales seront élaborées. Et c'est ce jeu institutionnel dynamique qui, de plus en plus, en fait, nous donne les normes que nous connaissons dans nos sociétés. Voilà, en gros, et pour faire court, le pourquoi et le comment. Alors maintenant, peut-être un mot sur ce qui manque. La situation aujourd'hui est un peu particulière. Vous avez deux formes de discours. Vous avez d'abord le discours eurosceptique classique, qui, de façon assez malicieuse, pour ne pas dire maligne, oppose les institutions européennes, supranationales et les États membres, en font des ennemis, alors qu'en fait, ces entités sont complémentaires, et qui dit que, en gros, l'Europe est la cause de tous les malheurs, de tous nos malheurs. L'euro, les politiques économiques, les bananes, que sais-je encore, tout ça, c'est la faute à l'Europe. Et puis, à côté de ça, vous avez un autre discours, qui est un peu naïf, celui-là, et qui est de dire l'Europe, c'est la potion magique. Certes, elle n'est pas très bonne à boire, mais buvez-en une ou deux gorgées, madame ou monsieur, et plus c'est mauvais, meilleur c'est bon pour vous. Et ce discours-là, il a évidemment ses limites, parce que là, on est pratiquement dans la propagande. En réalité, le projet européen, je répète encore une fois que c'est un projet de société, est perfectible, et il le sera encore perfectible pendant longtemps. Et il a plusieurs défauts auxquels votre génération, encore une fois, devra trouver des réponses, mais auxquels nos générations essayent déjà de trouver des réponses, mais ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Le premier défaut de cette construction, c'est son illisibilité. C'est-à-dire que quand vous prenez un traité européen, comme le traité de Lisbonne, je vous garantis que si vous lisez ça le soir, vous êtes sûr de vous endormir assez rapidement. Ce problème d'explication des textes est pratiquement insurmontable. Et des journées comme aujourd'hui nous permettent d'échanger de manière plus concrète et de manière plus immédiate sur ce que signifie l'Europe. Il y a aussi une confusion dans la finalité de l'Europe. C'est-à-dire qu'on oppose les institutions européennes d'un côté et les États, et les eurosceptiques ne se privent pas de dire que c'est l'un ou l'autre et qu'il vaut mieux revenir en arrière aux États. Il y en a d'autres qui vous disent non, l'Europe, c'est bon, d'ailleurs il faut faire le grand bond en avant. Et c'est un petit peu comme dans cette réplique de Tintin, je crois que c'est dans le Tintin, le Lotus bleu, où vous avez ce Chinois qui, avec son grand cimeterre, explique « D'abord, je vais vous couper la tête et ensuite vous connaîtrez la vérité ». Là, c'est un petit peu le même discours qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on fait d'abord le grand bond en avant et ensuite on comprendra mieux l'Europe. Je crois que cette façon de faire est inquiétante. On l'a connue dans d'autres régimes et elle n'a pas donné des résultats très probants. On dérape très vite vers une sorte de dictature. Et l'Europe, malheureusement, parce que c'est vrai que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais l'Europe, elle progressera pas à pas.
à côté de ce manque de lisibilité, il y a le problème de la légitimité européenne. Qu'est-ce que c'est que la légitimité européenne? Ben, le problème se pose, je vous parlais tout à l'heure de la Commission, qui certes définit en fait l'intérêt général européen, mais le problème c'est que la Commission elle est composée de commissaires, et il y a autant de commissaires que d'États membres. Alors déjà, la Commission qui devait être neutre au départ, chaque État membre envoie son commissaire, chaque commissaire défend son intérêt national, donc il y a déjà un biais dans l'approche. Mais en plus, ces commissaires, ils ne sont pas élus. Ils sont désignés jusqu'ici par les États membres, et ensuite, effectivement, le Parlement européen se prononce sur leur candidature, mais cette façon de faire est un biais. Et le manque de légitimité, il est aussi la conséquence de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de participation aux élections européennes, qui est le seul moment où vous et moi, les citoyens, pouvons nous prononcer. Ce manque de légitimité est quelque chose de grave et quelque chose qu'il faudra résoudre, notamment en impliquant nos parlements nationaux et en faisant le lien entre les parlementaires nationaux qui, au quotidien, s'occupent de nos affaires au niveau national et le Parlement européen. Enfin, troisième manque, c'est les réalisations concrètes. L'Europe, c'est beaucoup de mots, c'est beaucoup de papier. Les réalisations concrètes, il y en a, et elles sont très impressionnantes. L'euro en est une, par exemple, même s'il est contesté. Mais le problème, c'est qu'une fois que la réalisation est faite, elle est tenue pour acquise. C'est comme si, oui, ça allait de soi. On oublie tous les efforts qu'il a fallu faire pour y arriver. Et tant qu'il n'y a pas de réalisation concrète, le citoyen il se demande à quoi l'Europe sert. Et il y a des tas de choses à faire en Europe. Et le problème aujourd'hui, c'est que la crise financière qui absorbe toute l'attention cache un petit peu ce qu'il faut encore faire. Par exemple, tous les progrès qu'on doit réaliser en matière d'infrastructures européennes, qui sont tout à fait déficientes, notamment dans les nouveaux pays membres. Les progrès qu'on doit faire en matière d'environnement. Je veux dire pas simplement la défense de l'environnement, mais la création d'un nouveau mode de vie environnementalement sain. L'Europe de l'énergie, par exemple. Notre approvisionnement énergétique est tout à fait insuffisant. Toutes ces choses-là sont sur la table, doivent être étudiées et doivent surtout aboutir à des réalisations concrètes. Alors j'ai déjà beaucoup parlé, je vais répondre à vos questions, mais j'aurai un dernier message qui est le suivant. C'est que je suis conscient qu'à l'ère des réseaux sociaux, il est très difficile de ne pas avoir des réalisations instantanées. Et il est peut-être encore plus difficile de comprendre que le projet européen, c'est une affaire intergénérationnelle. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est quelque chose auquel il faut donner du temps. Et là, je reviens au texte de Robert Schuman, dont j'ai apporté ici une copie, qui est un texte très bref, mais qui est tout à fait étonnant parce que quand vous le relisez, d'abord, il est bien écrit, et ensuite, il est court, concis et très puissant, eh bien, vous voyez à quel point c'est toujours actuel. Et à quel point des idées qui ont été mises sur la table il y a 63 ans sont toujours en cours. Et donc, vraiment, ce projet de société, je ne le répéterai jamais assez, exige un engagement, votre engagement, mon engagement, pour une Europe meilleure, pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants. Je répondrai à vos questions. Oui. Vous parliez au début de tous les beaux projets, notamment la paix en Europe, qu'on peut saluer évidemment, la communauté économique et tout ce que ça apporte en plus. Ce sont des choses qu'on considère comme actives, vous l'avez très bien dit, ça a amené énormément de problèmes à l'époque et on le considère tous actuellement comme faisant partie de notre quotidien. Maintenant, on arrive à une période, et vous l'avez aussi souligné, qui est fortement problématique, notamment pour nous qui allons nous lancer dans cette jungle de la vie active d'ici pas longtemps. Il est clair qu'il y a une vraie désillusion vis-à-vis de l'Europe. Vous l'avez dit aussi, on ne voit pas les choses qui arrivent devant nous. Maintenant, c'est une période clé. Est-ce que ce n'est pas le moment pour, je n'ai pas envie de dire vous en tant qu'Européens, mais
à l'Europe en tant qu'institution, de montrer aux citoyens que c'est justement, et j'appelle pas une espèce d'Europe toute puissante qui sauve de la crise et qui sauve tout le monde, mais de montrer qu'elle est là, qu'effectivement ça a un certain intérêt, et que, autre que aider les pays à mieux s'en sortir quand tout va bien, ça peut aider les pays à ressurgir dans les moments de difficulté, à ressouder un sentiment européen. Or, on assiste actuellement quand même à, comme vous l'avez dit, une montée des populismes, du nationalisme, à un sentiment de désillusion vis-à-vis de l'Europe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème au niveau de la communication, de l'organisation européenne vis-à-vis du citoyen? Oui, vous avez tout à fait raison, et ce problème est multiforme. D'abord, il y a la désillusion, ce n'est pas la première fois. Il y a eu d'autres périodes dans la construction européenne où il y a eu de grosses désillusions. Je parlais tout à l'heure du conflit yougoslave. Quand le conflit yougoslave a éclaté, l'indécision totale de l'Europe, le fait que ce soit les États-Unis qui, encore une fois, aient dû intervenir pour résoudre le conflit, c'était une très grosse désillusion. Et je pourrais vous parler aussi de ce qu'on appelait la période de l'eurosclérose dans les années, fin des années 70, 80, où c'était pas terrible non plus. Ceci dit, il y a un vrai problème de communication. Et ce problème, quel est-il? C'est que quand les ministres se mettent en sourd de la table et essayent de faire une loi, dans la salle où il n'y a que et il n'y a pas de caméra, ils font des compromis. Et puis ensuite, quand ils sortent, ils disent que c'est la faute à l'Europe. Ils n'assument pas du tout leur position, en quelque sorte. Et là, il y a donc cet état de fait a eu pour conséquence que la commission, qui était censée au départ quelque chose de très fort, hein, c'était l'autorité de la CECA, c'était la commission au départ, c'était un organe vraiment très très respecté, est devenu maintenant le bouc émissaire. Et ça, c'est un très réel problème. Et d'ailleurs, s'il y avait une réforme à faire dans l'Europe, ce serait de refaire de la Commission quelque chose qui soit proche d'un gouvernement. Et non plus et puis lui donner des pouvoirs. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se faire à propos de la crise financière. Parce que vous disiez, l'Europe doit venir en aide, c'est exact, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle doit faire et c'est ce qu'elle va faire. En fait, ce qui se passe dans la crise financière actuelle, c'est que les États, pas tous, mais beaucoup, ont fauté. Ils ont commis des choses qu'ils n'auraient pas dû commettre. Le reproche qu'on peut faire à la Commission et au Conseil en général, c'est d'avoir fermé les yeux sur ces pratiques. Et donc maintenant, pour s'en sortir de la crise, parce qu'on va se sortir de la crise, il y a un partage des rôles qui doivent se faire. Les États doivent faire le ménage chez eux. Alors bien sûr, ce n'est pas très populaire, c'est ce que ça veut dire souvent de l'austérité. Et la Commission, elle doit faire de la relance. Elle doit donner des chances elle doit développer les secteurs qui donneront l'emploi. Et pour vous donner un exemple concret de quelque chose qu'on a fait très récemment, c'est ce programme d'Europe pour les jeunes. De quoi s'agit-il? La Commission a pondu une proposition qui est entre-temps devenue force de loi, qui oblige chaque État membre de l'Union européenne à des jeunes de moins de 25 ans qui ont, pour une raison ou une autre, soit abandonné leurs études, soit été licenciés, de leur donner soit la possibilité d'une formation, soit la possibilité d'un stage, soit un emploi en bonne et due forme. Et la Commission, toujours elle, pour les régions les plus défavorisées, c'est-à-dire les régions où vous avez des taux de chômage des jeunes qui sont supérieurs à 25%, eh bien, elle met de l'argent. Elle a débloqué 6 milliards d'euros pour le faire. Donc ça, c'est un exemple, encore une fois, concret de ce que l'on peut faire. Mais le problème, c'est qu'on est tous dans la pièce et que les États, par exemple, ont contesté le montant, ces 6 milliards, contesté le montant en disant que c'est beaucoup trop élevé, alors que la Commission, elle, aurait voulu beaucoup plus. Donc c'est un jeu de négociation assez dur, même parfois très dur, comme on en a eu un en février à propos du cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire du budget sur les 7 années qui viennent, où les États ont beaucoup de mal à avoir cette vision. Et pourquoi? Parce qu'au niveau des États, vous avez des politiques, des hommes et des femmes politiques qui sont élus à maximum 4 ans, qui ont un horizon très très court. Alors que l'horizon européen, lui, il est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et donc, bon, c'est vrai, je partage avec vous à la fois le défaut de communication, je vous explique d'où il provient. On le sait,
Mais le problème, c'est que c'est la perception de l'Europe aussi, parce que on le voit dans les sondages, la perception des citoyens est plutôt du côté des États que de l'Europe. Et pourquoi? Parce qu'il y a des préjugés et peut-être un manque d'explication sur la réalité européenne. La réalité européenne, elle est souvent perçue à travers le fonctionnariat européen, par exemple. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont une vie relativement cossue, qui sont beaucoup plus épargnés par la crise que, disons, les fonctionnaires des pays nationaux. On a aussi l'impression que tout se déroule de manière secrète, dans des couloirs et pas de manière transparente. La connexion avec le Parlement européen n'est pas bonne. Et d'ailleurs, le Parlement européen, il a un très gros défaut, c'est qu'il n'y a pas une opposition par rapport à un gouvernement élu. En fait, au Parlement européen, tout se décide par consensus. Et ça, c'est un défaut conceptuel qu'il faudra un jour régler aussi. Donc, je reconnais devant vous très honnêtement et très franchement qu'il y a des choses qui sont perfectibles, mais rien n'est perdu, ni pour la relance et la prospérité, ni pour l'institutionnel. Je suis sûr que les choses vont se faire dans le bon ordre, mais ce qui est vital pour tout ça, je reviens au discours de base, c'est qu'il faut qu'on se sente concerné. Et c'est là où la citoyenneté européenne, elle est même prévue dans les textes, mais la réalité, c'est que si moi je vous parle, si je vous interroge, je suis sûr que vous allez me dire, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est Wavre, c'est le Brabant wallon, et peut-être la Belgique. Mais au-delà, pourquoi? En quoi ça m'intéresserait? Et ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est qu'il faut voir plus large. Il ne faut pas nécessairement faire le tour du monde, mais il faut savoir qu'on joue dans une pièce qui est plus large et où l'Europe a sa place. Deuxième question. Suivre là-dessus, comme vous dites, on vous entend régulièrement et très souvent ramener le sujet de la Commission européenne qui a énormément de poids, qui permet de prendre des décisions et d'avancer. Parler d'un projet européen à long terme, je suis d'accord, mais chaque État a un devoir envers ses citoyens, chaque gouvernement est élu pour une certaine durée et il se doit de rendre des comptes auprès du peuple. On a, et vis-à-vis de la Commission, une espèce de distance monumentale, en ayant l'impression d'avoir aucun poids dessus, que vous le dites sur une distance un peu plus longue, avec des gens qui ont peut-être une vision à long terme, mais quand on dirige, il faut pouvoir penser à long terme et penser à ce que les gens vivent au jour le jour. Alors que l'Europe soit au-dessus de tout ça et pense à un projet européen qui se construise, d'accord, mais avant de construire un projet, il faut s'assurer que les bases soient solides et avoir le soutien de son peuple. Et je pense justement, parce que l'Europe, qui est censée être une Europe des peuples, qui est censée être une Europe soutenue par le projet européen que chacun est censé sentir en soi, et vous l'avez très bien fait remarquer, on ne regarde pas très loin devant nous, et j'adorerais pouvoir voter pour un laiton l'année prochaine, mais je ne verrai sûrement pas un laiton sur ma télévision nationale m'expliquer pourquoi est-ce que je devrais voter pour lui pour les élections. Et on n'a pas l'impression que le Parlement peut jouer un poids quelconque. On ne peut voter que pour le Parlement, et à côté, nous votons pour nos États de notre côté beaucoup plus régulièrement, mais comme vous le dites, eux, chacun essaie de tirer la part du gâteau rentrant chez lui. Donc c'est clair qu'il y a un petit conflit d'intérêts à ce niveau-là, mais la seule organe qui peut se permettre de prendre des grosses décisions, ce que j'observe moi en tout cas personnellement, qu'on voit comme la Commission, et on a l'impression d'avoir aucun poids, aucun rôle à jouer dessus. Alors soit on la joue comme un gouvernement qui a des comptes à rendre, soit on continue à maintenir cette espèce de système où on voit quelque chose de très éloigné, qui prend des décisions importantes, et sans en voir la finalité. Oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas le projet européen d'un côté, les projets nationaux de l'autre. Il y a des questions qui doivent être réglées au niveau européen. Je vous en donne un exemple, c'est le commerce. D'ailleurs, c'est déjà fait, donc on a déjà décidé, tous les États membres ensemble, de donner pouvoir à la Commission de négocier en notre nom. Et c'est comme ça que les États-Unis, la Chine nous écoutent, parce que je vous garantis que si parmi les 160 membres de l'Organisation mondiale du commerce, vous étiez à vous défendre, comme, je ne sais pas, il y a plein de... comme par exemple, je ne sais pas moi, le Honduras, le Pérou ou le Kenya, vous n'avez aucune chance, personne ne vous écoute. Si vous le faites à l'Europe avec un réservoir de 500 millions de consommateurs potentiels, là, on vous écoute. Là, on écoute ce que vous dites sur vos normes, etc. Donc, il y a des choses qui sont mieux et plus efficacement faites au niveau européen. Et il y a des choses
qui sont mieux et plus efficacement faites au niveau national. Et ça, la Commission le reconnaît. Il y a un principe qu'on appelle le principe de subsidiarité, je ne vais pas faire mon pédant, mais donc ça dit précisément ça. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes là au niveau où on le regarde, où on le traite le mieux. Il y a beaucoup de choses, par exemple en matière d'assistance médicale ou des choses comme ça, qui sont beaucoup mieux réglées au niveau presque local. Beaucoup plus, et ça, c'est personne. Mais il y a des choses, et notamment la question de la monnaie, la question de la politique économique, ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut faire un effort pour joindre coopérer. Alors, c'est compliqué coopérer parce que voilà, vous avez une industrie, elle est performante parce qu'il y a un savoir-faire formidable, sauf que le voisin d'à côté, il fait à peu près la même chose, mais avec des salaires moindres. Il va vous piquer votre industrie. Est-ce qu'on peut laisser faire ça en Europe? Est-ce qu'on peut laisser faire l'Europe se bouffe entre elles, entre États membres? C'est pas possible. Il faut un arbitre. Et c'est là que la Commission joue. C'est là que la Commission joue. Alors, quand vous dites, elle est éloignée, la Commission, vous savez, la Commission, d'abord, elle n'a pas un droit d'injonction. C'est-à-dire que quand elle fait une proposition, qu'elle pense être la meilleure, il arrive même relativement souvent, que le Conseil des ministres la rejette. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Et il y a même des cas encore où c'est l'unanimité. Donc il suffit qu'un seul État membre ne soit pas d'accord pour qu'on rejette la proposition de la Commission. Heureusement, le progrès a été réalisé au fur et à mesure des traités, parce qu'on a instillé de plus en plus de majorité qualifiée, ce qui a empêché donc, les empêcheurs de tourner en rond, de bloquer carrément la décision européenne. Mais il y a énormément de cas où la législation européenne a permis d'unifier le continent européen, enfin dans son acceptation des 28 États membres, et de le rendre plus fort vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que la Commission doit se supplanter, ou que les institutions européennes doivent se supplanter aux institutions nationales. Pas du tout. Il faut travailler ensemble. Et c'est pour ça, quand je vous donnais l'exemple un peu naïf, mais parfois dangereux, qui est défendu par certains, de dire on fait tabula rasa, on enlève tout, et on remplace les systèmes nationaux par un système étatique fédéral européen, qui est d'ailleurs un très vieux concept, parce que les États-Unis d'Europe, celui qui a inventé le concept, c'était Victor Hugo. Et bien, si on radicalise cette façon-là, il y a certains qui pensent que c'est tout à fait nécessaire, eh bien on court effectivement ce grand danger d'ignorer les attentes de la population. Mais c'est cette coexistence, cette coopération entre le niveau européen d'un côté et le niveau étatique de l'autre que l'on doit travailler et sur lequel on doit être inventif. J'espère vous avoir convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous en prie. Quand vous dites que l'Europe doit être unie en son sein, vous ne trouvez pas qu'il faudrait aussi une réflexion genre pénale ou quoi pour avoir réellement l'égalité par rapport à nos pays voisins? Une égalité pénale ou du travail ou voilà. Oui, alors justement, ça c'est un peu le thème de l'Europe sociale. Alors ça c'est la grosse frustration et c'est encore une fois un thème l'Europe sociale, l'Europe environnementale et probablement l'Europe fiscale, ça c'est des choses que votre génération va devoir régler. On essaye depuis longtemps, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? En matière de normes sociales, prenons cet exemple-là parce que c'est le plus criant. Ce serait évidemment tout à fait nécessaire d'avoir un certain nombre de normes sociales, et d'ailleurs il en existe certaines très précises, pour faire en sorte que les États membres, entre eux, ne se bouffent pas, ne se fassent pas une concurrence déloyale. Bon. Mais, évidemment, il y a des États membres qui ont cet avantage. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, où les salaires sont très bas, où les conditions de travail ne sont pas forcément les meilleures, ça les avantage, eux, d'avoir ces salaires bas, parce qu'ils attirent, ils délocalisent, ils attirent vers eux, je ne sais pas moi, l'industrie automobile, par exemple. Donc ça, c'est un premier problème. Donc il y a cet égoïsme national qui joue. Et la deuxième chose, c'est si vous faites des normes en matière sociale, quelles sont les normes que vous allez prendre? Est-ce que vous allez prendre les normes les plus élevées, par exemple les normes belges, ou est-ce que vous allez prendre les normes les plus basses, par exemple les normes roumaines? Et le cas, c'est quand je vous posais la question de le salaire minimum, par exemple. L'Allemagne, elle dit non, hors de question, il n'y a pas de salaire minimum chez nous, et d'ailleurs, si nous, on a un plein emploi, c'est parce qu'il n'y a pas de salaire minimum, ce qui est encore à vérifier.
Et là, il y a une frustration énorme, parce que tout le monde perd à ce jeu-là. Il y a toujours cette concurrence déloyale. Et alors, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas simplement les gouvernements qui sont pris dans cette histoire. Il y a également les syndicats. Et les syndicats entre eux, d'abord, ils ne s'entendent pas, hein, donc ils n'ont pas les mêmes philosophies. Mais surtout, ils reprochent souvent au gouvernement de ne pas créer cette Europe sociale, mais en même temps, ils voudraient la créer sur mesure, c'est-à-dire préserver leurs droits acquis. Bon. Et c'est un peu le drame de l'Europe et toute la difficulté de l'Europe, c'est que quand vous êtes 28 pays autour de la table avec 28 systèmes sociaux différents, et en plus des gouvernements, il y a les partenaires sociaux qui sont derrière, donc ça fait beaucoup de gens à mettre d'accord, et il faut trouver à partir de là quelque chose de raisonnable, un intérêt général. Ben, croyez-moi, ça fait 60 ans qu'on essaye, et on y est arrivé dans certains secteurs. On y est arrivé dans certaines normes de travail, par exemple des normes de bruit, des normes de pollution, etc. On a progressé, mais on n'a pas réussi à faire un socle social, une véritable politique sociale européenne, comme il y a une politique commerciale, comme il y a une politique agricole commune. Ça, on est arrivé. Mais effectivement, ces questions-là ne sont pas résolues. Vous parliez aussi du pénal. Alors, le pénal, c'est plus la défense des valeurs. Et là on a quand même réussi, avec le traité de Lisbonne, à faire adopter un texte qu'on appelle la Charte des droits sociaux européens, la Charte des droits fondamentaux européens, pardon, qui a un aspect un peu social d'ailleurs aussi, mais qui surtout consacre pour une fois dans un texte fondamental les valeurs. Et donc, ça c'est important. Parce que je vais prendre un exemple concret. Je ne sais pas si vous suivez la situation en Hongrie. En Hongrie, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Viktor Orban qui a remporté les élections. Il a une majorité absolue. Et ce monsieur, il a une fâcheuse tendance, non seulement nationaliste, mais relativement raciste et relativement dictatoriale. Et ce monsieur, il s'amuse à changer la Constitution de plus en plus, de façon à pérenniser son pouvoir. À tel point que la Commission et le Parlement européen s'en sont saisis, et les États membres, et en invoquant ce qu'il y a, donc les principes et les valeurs qui sont contenus dans cette charte sociale, on a convoqué M. Orban, on l'a convoqué au Parlement, on l'a convoqué à la Commission. Et donc M. Orban s'est rendu compte, évidemment il a crié, il a fait beaucoup de déclarations à la presse, mais il s'est rendu compte que dans l'Europe d'aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser à faire n'importe quoi en matière de respect des droits de l'homme fondamentaux. Et qu'il y a le regard des pairs, et ça se paye aussi en matière de business. C'est-à-dire que quand vous avez des attitudes comme ça, vous êtes cloué au pilori et vous vous trouvez isolé. Or, l'isolement dans l'Europe d'aujourd'hui, c'est à peu près la mort. Donc, on n'est pas... Bon, bien sûr, il y a d'autres instruments. Alors, je ne veux pas vous parler des instruments internationaux, la Cour pénale internationale, etc. Ils existent. Mais déjà, dans le respect quotidien des valeurs, quand un gouvernement commence à faire n'importe quoi, eh bien, il y a des garde-fous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'Europe? Je vous en prie. Vous dites qu'au plus il y a de pays dans l'Union, au plus c'est difficile de s'entendre. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que l'Union a encore une chance d'évoluer vers plus d'intégration? C'est une très bonne question et la réponse est... le premier élément de réponse à ça, c'est que l'élargissement, c'était une idée tout à fait au départ. D'ailleurs, dans la déclaration Schuman, je pourrais vous retrouver le passage où il faisait déjà allusion à cette possibilité de ceux qui veulent se joindre à cette communauté du charbon et de l'acier peuvent le faire. Et donc c'était déjà l'embryon de la politique d'élargissement. Si vous regardez les différentes phases de l'élargissement, vous verrez que ça a toujours été une décision super politique. Parce qu'on dit souvent, l'Europe, ouais, c'est un truc technique, on définit la courbure des bananes. Non, il y a un côté hyper politique. Si vous vous souvenez, oui, ça remonte un peu peut-être, mais enfin, les années 80, les adhésions de la Grèce, par exemple, du Portugal et de l'Espagne, c'était des adhésions qui posaient beaucoup de problèmes. En fait, ces pays n'étaient pas du tout prêts pour faire face à la concurrence, etc. Mais on les a quand même admis. Pourquoi? Parce que c'était 3 pays qui sortaient de dictature. Et plus près de nous, en 2004, quand on a fait le Big Bang, comme on l'appelait, c'est-à-dire l'admission en 2 phases
de 10 pays, 10 nouveaux pays qui appartenaient avant à la sphère d'intérêt soviétique, c'était aussi politique. On savait, et même ça pose encore aujourd'hui des très gros problèmes pour la Bulgarie et la Roumanie. On a regardé entre nos doigts et on les a laissés rentrer. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est un devoir qu'on avait pour réparer une erreur historique, et le fait qu'au lendemain de la guerre, en 1945, les pays occidentaux avaient laissé tomber cette partie de l'Europe-là. Donc il fallait réparer cela et consacrer l'unité de l'Europe. Mais ça nous coûte très cher. Enfin, je veux dire, c'est un bon sentiment au départ, c'est un choix politique, mais ça nous coûte extrêmement cher en termes comment dirais-je, de trafic illégaux. Vous avez souvent en Europe, quand vous arrivez dans cette zone, une Europe qui dérape complètement, des pays européens qui profitent de la libre circulation, par exemple, pour faire toutes sortes de trafics. Ce n'est pas les pays eux-mêmes qui le font, bien sûr, ce sont des mafias. Mais ces mafias prennent une telle dimension qu'ils remettent en cause, y compris dans notre pays, une certaine stabilité, etc. Donc c'est inquiétant. Et pourtant, il va falloir continuer à faire ça. Il va falloir continuer à faire ça pour une zone qui est un trou noir dans l'Europe et qui sont les Balkans. Donc la Serbie, enfin tous les pays de l'ancienne Yougoslavie, dont certains sont déjà rentrés, la Croatie va rentrer le 1er juillet. Il va falloir les incorporer. Et là, je vais vous dire une chose. D'abord, c'est que c'est nécessaire politiquement, parce qu'on ne peut pas avoir ce trou noir au milieu de l'Europe. Deuxièmement, c'est nécessaire géographiquement et économiquement, parce que les réseaux transfrontières, et notamment les autoroutes, passent nécessairement par ces pays-là. Et puis, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup changé en matière d'élargissement, c'est que ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire toute la législation qui fait des montagnes de paperasse, est devenue très très lourde. Et donc, plus on avance, plus c'est difficile de rentrer dans l'Union européenne. Mais à un moment, il va falloir faire un choix politique. Et quand j'étais au Kosovo il n'y a pas longtemps, par exemple, on a réussi à faire un deal entre la Serbie et le Kosovo pour qu'elles se reconnaissent plus ou moins mutuellement. Ce n'est pas une vraie reconnaissance, mais enfin ça y ressemble quand même un peu. Donc quand vous voyez le Kosovo, c'est une région extrêmement arriérée. Des pollutions épouvantables. Vous ne pouvez pas imaginer, il faut ça vous détourne dans ce sens, mais ça vous donne une idée de ce qu'était l'Europe au XVIIIe siècle, pratiquement. Et pourtant, il va falloir l'intégrer, ce pays. Il va lui falloir lui donner des chances, mais c'est le prix à payer pour la paix, et c'est le prix à payer aussi pour une espèce de cohérence pour l'Union européenne. Alors évidemment, il y a des limites au processus. Et ces limites, on se bat depuis des années pour les définir. Par exemple, il y a des pays qui disent que l'Ukraine, qui disent que la Moldavie, que la Géorgie même, ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. Nous, en tant que Belges, on pense que non. Que ces pays-là, il faut faire un partenariat, il faut trouver une autre forme de collaboration, mais que de les faire rentrer dans l'Union européenne, c'est trop risqué en termes... Ça déstabiliserait beaucoup trop encore pour ces histoires de non-respect des droits de l'homme, notamment en Ukraine par exemple, où le b.a.-ba de nos valeurs n'est pas du tout accepté. Donc voilà ma réponse à votre question. Oui? Vous parliez de dernière question, sur le temps. Le temps passe. Je reviens sur ce que vous avez dit auparavant. Vous parliez de cette guerre entre cet membre d'Europe sur garder son industrie dans leur pays. Oui. Mais forcément, une uniformisation serait bien, mais cette compétitivité permet aussi à l'Europe de garder son industrie sur ce continent. Enfin, je ne pense pas que si on uniformisait tout ça, les industries iraient en Asie. Oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de, quand on dit harmoniser entre États membres, c'est-à-dire de créer des conditions de concurrence qui soient saines, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une concurrence malsaine, soit à travers une politique fiscale ou une politique sociale qui n'est pas respectée. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Si on ne joue pas les règles du jeu, si un pays, par exemple, se met à faire, je prends une caricature, mais de l'esclavage pour avoir des coûts moindres, pour faire concurrence à notre pays européen, c'est pas sérieux. Mais en revanche, là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est le problème de compétitivité européen vis-à-vis du reste du monde. Et ça, c'est un travail à faire au niveau des nations, des États, de vraiment faire en sorte que leurs coûts
et leur savoir-faire soient compétitifs par rapport au reste du monde. Et c'est pas du tout évident. Mais c'est déjà beaucoup plus facile à faire si on est très nombreux à le faire. Et vous parliez de l'industrie, et c'est un gros problème, l'industrie, parce que, à la limite, on pourrait penser que l'acier, par exemple, l'acier, ça coûte trop cher de le faire en Europe, il faut arrêter de le faire. Et alors, si vous ne faites plus d'acier, c'est comme l'agriculture, on pourrait dire la même chose. L'agriculture, ça coûte trop cher, on peut acheter ça ailleurs, on arrête. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous vous mettez en danger stratégique. C'est-à-dire que le jour où vos approvisionnements n'arrivent plus en Europe, eh ben, il n'y a plus grand-chose, quoi. Et donc, il faut absolument maintenir une industrie, même si elle coûte plus cher. Et pour la rendre plus cohérente et plus forte par rapport aux concurrents indiens, par exemple, ou chinois, qui sont très forts. Enfin, vous connaissez M. Mittal, vous en avez entendu parler. Qu'est-ce que fait M. Mittal? Il achète des entreprises en Europe, et puis il les ferme, et c'est tout bénef pour sa production en Inde, sans état d'âme. Nous, on doit réfléchir, Européens, à construire non pas une aciérie belge, une aciérie allemande, une aciérie française, mais une aciérie européenne, avec un effet d'échelle suffisamment grand, avec des manières de fabrication suffisamment performantes pour être compétitif et au besoin soutenir cette industrie parce qu'elle est stratégique. On ne peut pas se permettre de la perdre. Donc vous voyez, c'est cette question de la politique industrielle que vous avez évoquée est très importante pour montrer ce que l'Europe fait en plus par rapport aux États nationaux. Et la solution n'est jamais simple. C'est ça le drame de l'Europe, c'est que c'est pas tout de suite très simple. Non, non. Il faut être nuancé sur l'effet compétitivité, l'effet stratégique. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire autre chose? C'est toujours des choix, et c'est dans ces choix que un organisme comme la Commission nous aide. Elle ne nous impose pas. Elle nous aide, elle nous consulte, et ensuite on dit oui ou non, et on décide de faire ça ensemble. Voilà. Oui. Garder un peu de compétitivité dans notre pays, c'est de faire d'un point de vue européen, tout à fait. Des frontières et des limites. Tout à fait. Ben alors justement, sur le moment même, l'Europe n'a pas pu le faire parce que précisément il n'y a pas de politique industrielle européenne. Mais nous, Belges, et notre Premier ministre d'ailleurs, on est en train de produire un document justement sur la politique industrielle qui sera présenté au Conseil européen. Donc les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir en juin. Et on est en train de plancher, donc mon équipe et moi, on a pondu un premier document. On va aller dans toutes les capitales, leur dire voilà comment nous on envisage les choses. C'est pas justement de mettre en commun, d'admettre dans certaines limites des aides d'État, de sélectionner des secteurs dans l'acier qui sont porteurs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une action diplomatique, c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'on va aller dans les capitales européennes, les 28 capitales européennes, on va leur présenter leurs papiers, on va discuter avec eux. Ensuite, il y aura une discussion au niveau du Conseil, où M. Di Rupo prendra la parole et dira, voilà, moi, je propose de faire ça. Et on écoutera la Commission, on écoutera Van Rompuy, et ce sera un premier débat qui, je l'espère, arrivera dans les mois, les années qui viennent, qui sait, sur quelque chose de plus concret, pour éviter le drame de Liège, de Serein. Maintenant, vous voyez tout de suite le problème, c'est que le drame, il est arrivé, et que nous, le temps de faire une politique industrielle, ben, ça va mettre des années. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Hein. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Mais... Et alors, c'est tout un ensemble, si vous voulez. En attendant, ce qu'il faut aussi voir, et ça, c'est quelque chose aussi... Ce qu'il y a dans votre génération, ce qui est très important, c'est d'anticiper, c'est de voir à l'horizon les choses qui montent. Et parmi les choses qui montent, il y a beaucoup de documentation sur ces sujets-là, hein, mais l'économie de la connaissance est quelque chose où l'Europe est très bien positionnée. Et donc ça, c'est quelque chose à surveiller de près, non seulement pour vos ambitions professionnelles, mais aussi pour... ce sont des terrains prometteurs, quoi. Ce sont des terrains prometteurs où, grâce au niveau d'éducation qui est le vôtre,
vous avez un avantage dont il faut profiter et qu'il faut surtout développer. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Donc, le temps est court pour cette découverte, cette motivation à l'Europe. Mais c'est vrai, ceci dépend surtout de vous. Anticiper, voir loin, ça va, voir loin et voir ce qui monte. Je crois que on peut remercier monsieur Roux pour son éclairage, en tout cas, sur les fondations. Je reviens du pragmatique, désolé. Donc tout d'abord, je souhaiterais que 3 élèves restent pour une rapide et brève interview. Donc si je peux demander à ceux aux quelques élèves qui ont posé une question, de rester et de participer à cette interview. Tout d'abord. Ensuite, monsieur, votre prof de sciences vous attend pour une évaluation. Si le temps de l'évaluation n'est plus possible, dites-lui que je lui donne mon heure de cours demain. D'accord, vous serez interrogé à mon heure de français. Voilà. Et en sortant, il y a des petites choses. Oui, il y avait peut-être une dernière chose, parce qu'on m'a demandé de vous le dire. Mais donc, vous savez qu'il y a une opération, un concours qui est organisé à travers toute la Belgique sur le thème « Votre idée pour que vous, jeunes, viviez plus et mieux l'Europe ». Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour toutes les classes concernées, donc celles où le ministre et nous-mêmes on est allés parler, de concourir et d'introduire avant le 30 mai soit un CD, soit une bande de vidéo, soit un enregistrement audio, soit une bande dessinée sur le thème. Et il y aura les 3 meilleurs résultats seront sélectionnés et en guise de prix, vous serez reçu à Bruxelles au Palais d'Egmont par notre ministre des Affaires étrangères qui vous donnera une idée d'un des laboratoires où on fait pas seulement de l'Europe mais aussi des relations internationales. Donc je vous laisserai les coordonnées. Je reviens sur ce concours demain. Ah ben voilà, ok, très bien. Je vous remercie. Donc,